Avant de démarrer, une petite question pour toi. Si tu étais contraint de conserver un seul et unique jeu dans tout ce que tu avais pledgé jusque-là, donc tout ce que tu avais supporté, tout ce que tu avais investi en financement participatif jeu de société, lequel conserverais-tu et pourquoi ? Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on poursuit, donc c'est la troisième épisode de tout ce que j'ai pledgé en fait, tout ce que j'ai pledgé depuis le début, non ça fait quelques années, hein, ça fait peut-être 6 ans. Je sais pas, vraiment à la louche, comme ça. Donc je fais un peu le retour de tout ce que j'ai pledgé, ce que j'ai reçu évidemment, ou jamais reçu aussi, et toujours pareil, est-ce que j'ai trouvé ça rentable ou pas rentable en termes de nombre de parties jouées, voilà. Tout simplement, vis-à-vis forcément du coup. Encore une fois, pas de calcul mathématique derrière ça, c'est simplement vraiment l'impression d'avoir vraiment exploité le jeu ou non, bref, je m'arrête là pour les explications. On commence maintenant après le pouce bleu et on s'abonne bien évidemment. On démarre. Donc on va commencer cet épisode 3 par un petit projet, un projet solo qui est proposé par un auteur qui est très apprécié de cette communauté. On va parler d'un jeu de Yosef Fares qui est Way of a Samurai, autrement dit son premier projet sur Kickstarter. C'est un jeu donc solo dans lequel on va devoir affronter des samouraïs les uns après les autres, enfin on peut faire une partie solo en affrontant un seul samouraï, mais vous avez aussi la possibilité de jouer en pseudo-campagne, comme ça, sur une sorte de tournoi d'enchaînement, en affrontant différents, donc, samouraïs que l'on va, affronter les uns après les autres. L'idée, c'est de retirer, donc, toute sa pile de points de vie, pour pouvoir le vaincre, voilà. Et pour ça, on va avoir, donc, il me semblait bien qu'on piochait 6 cartes, parce que le jeu, je ne l'ai plus, on piochait 6 cartes, et dans ces 6 cartes, on devait en jouer 3 pendant le premier round, et 3 pendant le second round, et dans ces cartes-là, en gros, on allait rajouter des points de force, on allait rajouter des points de défense et des points de technique, je crois que c'est ça. Et en fonction de ce qu'on réussissait à faire, eh bien on retirait des points de vie, on retirait des points de ki, il me semble. Et on se défendait bien évidemment. Voilà, c'est un jeu, donc il y a un système de jauge, donc c'est un système de jauge qu'on connaît bien chez Yosef Fares, on retrouvera dans différents jeux, j'ai pledgé d'autres jeux d'ailleurs, sur lesquels je serai peut-être un petit peu moins tendre, mais bon... On en parlera le moment venu. Et donc on a un jeu, voilà, pour 24 €, une petite boîte, des cartes, des gemmes. Bon, c'est les gemmes un petit peu génériques qu'on trouve un peu partout, les rouges, les bleus, voilà. Une jauge, c'est des pions de bingo en fait que vous allez pouvoir placer dessus. Ça fait carrément le café, hein, pour ça, il y a aucun problème. Et voilà, on a un jeu donc qui se joue très bien. Vous jouez des sessions très rapides. De mémoire, je dirais de 10-15 minutes, voilà. Et moi j'avais pris le tapis en plus, vous aviez la possibilité, alors il n'était pas proposé dans le Kickstarter du tout, c'était un tapis que vous faisiez vous-même sur mesure, où il y avait la possibilité de récupérer le bon à tirer, là, le PDF, vous l'envoyez et puis vous récupériez le tapis. Moi j'avais fait ça parce que je trouvais ça vraiment très cool. Voilà. Le jeu, j'y ai joué une dizaine de fois, donc à mon sens c'est un jeu qui est rentable, parce que pour 24 € je trouve ça quand même assez cool. Maintenant, c'est un jeu aussi qui m'a fait dire que peut-être je n'étais pas vraiment... j'étais moins concerné par ce type de jeu solo là. J'aime bien les jeux solo, mais finalement j'aime les trucs un peu plus costauds, genre Mage Knight, voilà, des gros jeux d'aventure, ou alors des jeux, des euros qui sont bien transposés avec une bonne règle solo, voilà. C'est le genre de choses que j'aime bien. Ça m'a fait rendre compte que finalement... c'était pas nécessairement ce vers quoi je voulais me tourner dans les jeux solo, rien de grave, hein, bien évidemment, c'est juste que voilà, on apprend. Mais par contre, voilà, j'ai bien aimé le jeu, j'ai trouvé ça très cohérent, je trouve que c'était assez élégant, voilà. Donc, un bon projet, et clairement j'estime que c'est un jeu qui a été rentabilisé chez moi. On continue avec un jeu, alors je vais faire court parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode des revendus, l'épisode 10, et j'en avais fait une vidéo à l'époque. Et à l'époque je donnais pas mon avis sur les jeux, etc. Et puis en fait j'avais fait la vidéo règles, c'était les vidéos règles que je faisais, donc j'apprenais les règles, je faisais la vidéo, et après j'y jouais plus, voilà, et si finalement ça me plaisait pas, je le voyais après. Hades Trap, donc c'est un jeu qui est proposé par Debacle, le jeu, c'est un jeu qui est arrivé très en retard. Qui propose un jeu compétitif dans lequel on va se balader dans une sorte de temple donjon, voilà, qui est fait avec des tuiles. Les tuiles peuvent pivoter et vous avez un boss au centre. Vous allez sélectionner un boss que vous allez affronter. Ce boss va avoir des effets différents, va se déplacer de certaines manières. Bref, le but, il me semble, c'est de récupérer certains objets ou certaines gemmes, je sais plus exactement, et de s'échapper une fois que vous les avez. Si vous réussissez, vous avez gagné, voilà. Et vous avez des effets de salles qui vous permettent de vous déplacer plus vite, qui permettent de les pivoter, voilà. Si vous réussissez à faire rejoindre je crois que c'était deux demi-gemmes, vous récupérez une gemme. Enfin,
Je vais certainement me perdre par rapport à ça parce que le jeu je l'ai pas trouvé et voilà transcendant. J'y ai joué 2 fois, j'ai joué 2 fois seulement en fait et j'ai pas trouvé ça, j'ai pas eu envie d'y revenir. Voilà, sans trouver ça mauvais. Il y a vraiment des jeux où quand on y joue on se dit mais ça marche pas, il y a un truc qui marche pas. Là c'est juste que j'ai trouvé ça assez sommaire finalement, je me suis pas vraiment éclaté à jouer à Death Trap. J'ai eu beaucoup de mal à le revendre d'ailleurs. Et c'est fait maintenant depuis peu, hein, d'ailleurs je l'ai revendu il y a 2 semaines, mais voilà. Il y avait une campagne narrative aussi, j'ai juste tout regardé, voilà, il y avait 3 ou 4 enveloppes, je sais plus, il y avait un certain nombre de grandes enveloppes dedans qu'on pouvait ouvrir au fur et à mesure de la campagne, mais clairement ça m'a pas donné du tout envie d'exploiter la campagne narrative après avoir joué au jeu de base. Donc clairement un jeu qui est pas rentable à Death Trap, j'arrête là. Si vous voulez voir un petit peu plus, allez voir dans les revendus, mais encore je pense que j'en dis pas beaucoup plus parce que vraiment c'est un jeu qui est oubliable et j'ai complètement zappé d'ailleurs. Alors là je poursuis avec un truc qui, certains d'entre vous m'avaient écrit encore en message privé pour me dire est-ce que tu envisages de te débarrasser de ce jeu-là? Si oui, tu m'appelles, tu me le vends, etc. Pas de soucis, des messages très cool, attention, hein, c'est pas des gens qui grattent, c'est des gens qui sont désespérés de trouver ce jeu-là en français, parce que maintenant je vais vous parler d'un jeu qui est là. Tu le vois? Il est là, bon, il est un peu coupé. On va parler de Stars of Acarios. Stars of Acarios, c'est un jeu qui s'est appelé Starlight à l'origine, qui était proposé donc sur Kickstarter par Ulum Games, qui désormais s'appelle Open Hall Studio, je crois, et qui a proposé Mifwin. Voilà, je dirais qu'il faut que je vous en parle, je l'ai, il faut que je vous en parle. On revient. Stars of Acarios, c'est un jeu narratif, coopératif, avec une campagne longue sur le thème spatial. Là, normalement, il y a des cases qui se cochent chez pas mal d'entre vous. Chez moi, ça a tout coché. Clairement, crac, 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 boum, boum, boum. Vaisseau, combat spatial, exploration spatiale, narration. Waouh. Et j'ai pledgé. J'ai tout pris. Il y a la grosse boîte de base où dedans on a donc des inserts de rangement avec des standees. Mais on avait la possibilité d'acheter aussi les figurines. Ce que j'ai fait, j'ai pris la boîte avec les figurines pour éviter les standees. Mais les standees sont vraiment très cool, hein. Pour le coup, si jamais vous avez l'occasion de le trouver en français avec les standees, il faut pas se bloquer avec ça, hein. Les standees sont bien fichus. Bah, il y avait le pack français et le tapis. Et justement, le pack français, c'est le précieux. C'est vraiment le truc parce que du coup, la campagne, elle est partie en réimpression ensuite. Et sauf que bah, ils n'ont jamais eu de version originale, de version française. Il y a que la version originale qui est proposée. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai pas derrière les coulisses, je sais pas comment ça s'est fait. Je sais qu'ils cherchaient à faire localiser, mais en fait le pack français à l'origine, et d'ailleurs il faisait sur beaucoup de langues, a coûté extrêmement cher à faire. C'était leur premier projet, a coûté extrêmement cher à faire. Et du coup, bah, ça a été trop coûteux, et ce qu'on peut comprendre aussi. Donc ils cherchaient à faire localiser la version française, et ça ne s'est pas fait malheureusement, et je dis vraiment malheureusement, parce que on a un jeu qui propose vraiment un univers qui est riche, un jeu qui propose une narration qui est bien fournie, et qui propose 3 mécaniques de jeu qui sont à mon sens très intéressantes, enfin plus ou moins, faudra plus explorer le jeu, mais je vous expliquerai après ce que j'en ai pensé. Vous avez donc un système qui est le système principal, qui est le combat spatial. Vous avez un plateau carré avec des hexagones sur lequel vous allez placer donc vos vaisseaux qui vont se déplacer, avec un système d'angle de vue. Lorsque vous jouez, vous allez lancer des dés, il y a des symboles que vous allez placer sur les plateaux de telle manière à déplacer, à faire pivoter votre vaisseau, à utiliser des techniques de manœuvre spéciales, à utiliser des attaques, bref, évidemment. Et vous avez, en plus de la partie spatiale, de l'exploration spatiale. Là vous avez un vaisseau principal, une figurine de vaisseau principal, je sais plus son nom et j'en suis désolé, mais qui représente la position finalement de votre crew, quoi, et vous êtes à un endroit, vous allez pouvoir vous déplacer suivant plusieurs cartes spatiales, et donc sur ces cartes vous avez des repères alphanumériques qui vont vous renvoyer vers le livret de narration, et des fois ce sera juste des petites rencontres fortuites, puis parfois ce seront des explorations complètes. Vous allez avoir une carte à mettre en place avec des cartes carrées, comme dans le 7e continent par exemple, et une figurine qui va se déplacer sur ces cartes-là. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Maintenant, je vais pas, comme à l'époque, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs vous la retrouvez, la vidéo, j'essaierai de la glisser là-dessous si j'y pense, n'hésitez pas à me le dire si j'y pense pas, mais de toute façon vous le trouverez sur la chaîne.
je donnais pas mon avis encore une fois à ce moment-là. Et finalement le jeu, j'y ai joué une dizaine d'heures, mais je suis loin, très loin d'avoir exploré un pouillème du jeu. Mais déjà ce que j'ai pu voir, et d'ailleurs si j'y ai pas exploré plus que ça, c'est parce que j'avais d'autres jeux en campagne narrative qui étaient en cours, et vous allez avoir la possibilité donc de faire évoluer votre vaisseau. Donc, vous avez un plateau double couche dans lequel vous allez fourrer des cartes dedans avec des compétences ou avec des armes, etc. Et déjà ça, je trouvais ça super. Mais il n'y a pas que ça. Ce système d'exploration, voilà. L'exploration à pied, je la trouvais un petit peu en retrait, mais j'en ai pas vu beaucoup non plus. Par contre, j'aimais beaucoup l'idée de me dire qu'on pouvait se déplacer dans l'espace et à certains moments atterrir. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Voilà. Donc, c'est pas un jeu que j'ai encore exploité, donc clairement il est pas rentable pour le moment, mais il est hors de question que je le vende. Donc je suis désolé pour vous qui êtes très intéressés, mais il est hors de question que je le vende maintenant, parce que j'ai absolument envie de jouer à ça. Il y a une très forte connotation Star Wars là-dedans, déjà dès le début, dès les premières lignes, on comprend qu'il y a de l'inspiration au niveau de Star Wars, et moi c'est quelque chose voilà, qui me plaît énormément en termes de thématique. C'est 100% hype sur ce type de projet-là, voilà. Maintenant j'y ai pas encore assez joué pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en ai pensé, donc c'est pas rentable, mais par contre, j'ai clairement envie d'y jouer, contrairement à certains autres où je sais, ou peut-être je n'y jouerai jamais, c'est possible. Ok, on continue avec Victim the Cursed Forest. Alors ça c'est pareil, j'en ai parlé il y a peu de temps sur la vidéo Que sont-ils devenus. C'est une série de vidéos que j'avais faite pour revenir justement, comme je vous le disais, je donnais pas mon avis avant, je reviens sur les jeux que j'ai présentés il y a quelques temps dans l'ordre chronologique et je vous donne mon avis dessus. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que sont devenus ces jeux? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était pas intéressant? Voilà. Donc si ça t'intéresse, que sont-ils devenus? C'est sur la chaîne. Victim the Cursed Forest, c'est un jeu à l'origine, quand vous commencez la partie, c'est coopératif. Vous avez jusqu'à 4 joueurs qui vont s'aider dans une forêt. Voilà, le but c'est quoi? C'est de trouver des codes et d'atteindre un bunker. Et lorsque vous atteignez ce bunker, et bien lorsque vous allez mettre les différents, donc les chiffres et les symboles mathématiques, il faut que vous retrouviez le résultat qui est la combinaison du coffre, une combinaison que vous allez piocher au hasard. Donc je sais pas, vous avez un chiffre qui vous dit je sais pas 50, et bien voilà, il va falloir vous trouver avec des 6, des 5, etc. Faire une multiplication pour arriver à 50, ouvrir le bunker et tout le monde s'échappe. Sauf que à un moment donné, le jeu, vers le 3e, 4e tour, je crois que ça dépend du nombre de joueurs, il y a un des joueurs qui devient un démon. Donc son personnage est retiré du jeu, il est remplacé par un démon, et à partir de là, ce personnage affronte tous les autres. Et ça, je trouve qu'en termes d'idées, c'est vraiment cool. Maintenant, il y a plein de jeux qui sont sortis comme ça en asymétrie. Il y a eu La Bête, voilà, que je n'y ai pas joué, mais je sais qu'on me l'a fortement conseillé. Moi, j'ai joué à Beast, pour le coup. Beast, qui est proposé par Don't Panic, qui est pareil, c'est un jeu asymétrique entre une bête qui joue de manière invisible, donc qui se déplace de manière invisible, et des chasseurs qui vont tenter de la débusquer, voilà. Et celui-ci, j'ai du mal à le sortir du coup. J'avoue que si j'ai le choix, je pense que je sortirais Beast plutôt, parce qu'il est déjà beaucoup plus beau. Je trouve qu'il est beaucoup plus harmonieux dans sa mécanique de jeu. Ici, on est plus sur un jeu avec un système de test où on va lancer des dés, voilà. Avec des tuiles, il y a un truc qui est assez particulier sur les tuiles, notamment lorsque je les ai reçues, moi ça m'a choqué, c'est que vous avez des tuiles, par exemple, avec des ordinateurs. C'est ces fameuses tuiles où vous allez devoir chercher les combinaisons. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ordinateurs dans la forêt? Bon, arrête de poser des questions. Mais sur ces tuiles avec ordinateur, il y a marqué Computer Tile, parce que oui, c'est en VO. Donc, autrement dit, tuile ordinateur. Et tu m'as pris pour un con, quoi? C'est marqué, c'est un ordinateur. Je sais que c'est une tuile ordinateur. Et bref, et toutes les tuiles ont leur petit nom comme ça qui est collé en plein milieu. C'est vraiment bizarre en fait comme système, parce que du coup on a l'impression qu'ils ont imprimé les mauvais fichiers en fait. Ils ont imprimé des fichiers où ils disaient bah oui, alors attention, ça c'est une tuile ordinateur, etc. Et eux, mais une tuile ordinateur. Bon. Et voilà, mais c'est un jeu qui est pas rentabilisé par contre, parce que j'y ai pas joué beaucoup. J'y avais joué à l'origine sur Tabletopia avant de pledger, j'avais beaucoup aimé. Maintenant j'ai découvert entre temps d'autres jeux, c'est un peu le problème aussi du financement participatif, c'est qu'entre temps vous découvrez d'autres choses, et j'ai découvert d'autres jeux asymétriques qui m'ont plus plu que celui-ci. Donc celui-ci, je pense que je vais le vendre. Il y avait aussi l'extension, j'ai jamais joué du coup, c'est l'asile, j'ai jamais joué parce que franchement j'ai joué qu'à 2 fois en version physique du premier. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais l'extension? Bref, donc un jeu pas rentable et qui sera probablement vendu si j'y arrive à un moment donné. Et là on continue, on va taper dans un truc qui va faire mal. Tu vois le doigt là? Il rentre. Alors pas où tu penses, il rentre dans les plaies. Oui, on reste correct. On va parler d'un projet Mythic Games qui s'appelle Hell the Last Saga. Oui, j'ai pledgé ça. Évidemment, pas reçu. Bah non, et puis on recevra jamais. Alors, je sais que tu vas me dire, si, mais la licence a été revendue à Cool Mini or Not. C'est vrai, tu as tout à fait raison.
La licence a été revendue à Cool Mini Hornet. Donc Hell the Last Saga, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait un jeu narratif sur un thème scandinave, voilà, mythologie scandinave, un truc un peu scandinave, un peu sombre, très sombre même. Il faut savoir que la mythologie scandinave, elle est quand même très très sombre, avec un système de jeu, voilà, qui me plaisait bien. Aujourd'hui, je vais pas t'en parler plus que ça, parce que de toute façon, le projet est mort. Le projet est mort. Pourquoi? Parce qu'en effet, ça a été revendu à Cool Mini Hornet, sauf que Cool Mini Hornet l'a annoncé. Ils ont récupéré les travaux de Mythic Games et qu'il y avait rien à en tirer en fait. Voilà, de leur propre dire, c'est que on ne se baseront pas sur ce qui a été fait parce que tout est à refaire. Et alors tout est à refaire dans le sens soit le bout il y avait rien, c'était ni fait ni à faire ce qui était fait, ou soit parce que dans les standards de Cool Mini Hornet ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient sortir. Et en gros, ce qu'a dit Cool Mini Hornet, c'est que ils vont ressortir un projet, boîte de base uniquement. Et si tu as pledgé, tu pourras avoir le projet si tu t'acquittes des frais de port. Mais peu importe ce que tu as pledgé. Moi, j'ai tout pris. Donc, j'ai tout pris. Du coup, tant pis pour toi. T'auras la boîte de base, et tant pis pour toi. Voilà. Et ça fait mal. Ça fait mal, du coup, parce que pour celui qui a pledgé la boîte de base, donc il l'aura jamais, et celui qui a pledgé le all-in, et qui l'aura jamais, ils auront la même chose pour le... Il y a des échecs en financement participatif, et ça, voilà, c'est un point finalement très important dans le financement participatif jeu de société, c'est finalement la chute de Mythic Games, si on peut dire. Ça a été un point très important dans ce qui a suivi, c'est pour ça que désormais, vous voyez les encarts indiqués sur GameFound notamment, un projet stable, parce que, en gros, l'éditeur qui a proposé les jeux réussit à les livrer, et réussit à... Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Et à partir de là, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, on n'a pas fini avec Mythic Games, il y en aura d'autres après, bien évidemment. Mais Hell the Last Saga, voilà, c'est un projet qui ne sera pas reçu. Et pour le coup, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'êtes même pas intéressés par le recevoir par Cool Mini Hornet, ce que je peux comprendre. Donc moi, je suis curieux quand même de voir ce que Cool Mini Hornet va proposer. Mais je suis pas toujours en phase avec ce que fait Cool Mini Hornet en termes de jeu. Donc, à voir. Voilà, je suis assez dubitatif. Faudra voir ce que ça donnera. Et je finis par un truc un peu plus joyeux, un gros projet, un projet qui je pense plaît à ma communauté. J'en ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs. On va parler de Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown, deuxième opus de la trilogie Nemesis. Il y a Retaliation qui arrive, Rétaliation. Alors je sais pas comment ils vont le faire en français, mais s'ils vont garder le nom, mais je pense que comme il y a Lockdown, ils vont garder Retaliation. Et donc c'est un jeu dans lequel, alors pour ceux qui connaissent pas Nemesis, je vais pas tout expliquer Nemesis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent, je pense que sur la chaîne vous connaissez pas mal, jeu semi-coopératif, sur un thème alienesque, dans lequel vous allez devoir accomplir un objectif parmi deux que vous avez dans votre main, en explorant, donc là c'est une base martienne plutôt qu'un vaisseau que dans le premier Nemesis, et l'idée c'est qu'il va falloir vous fassiez des actions dans certaines salles correspondant à vos objectifs pour pouvoir progresser, sauf que bien évidemment, le truc c'est qu'il y a des aliens qui vont débarquer et qui vont vous tabasser. Et les aliens sont particulièrement féroces. Ici, on n'est pas dans un hack and slash, en termes de jeux vidéo, on n'est pas là à tirer à tout va. Non, on est ici en survie. On est vraiment en survie à l'origine. Sauf si vous réussissez à vous équiper suffisamment de telle manière à ne plus rien craindre, mais ça arrive quasiment jamais, très clairement. Donc, on va crafter, on va explorer, on va utiliser des salles, on va se faire un peu suer aussi dans notre progression, parce que le but c'est quand même de gagner nous-mêmes, et parfois, dans nos objectifs, on devra éliminer l'adversaire. Et ça, c'est assez cool, parce qu'on n'a pas le droit de s'attaquer. Faudra juste tendre quelques pièges, voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait notre objectif, on s'échappe. Donc il y a plusieurs manières de s'échapper, via un bunker, via une salle de cryogénisation, d'isolement, je crois qu'ils appellent ça dans Lockdown, ou via des nacelles d'éjection. La nouveauté qu'il y avait dans Lockdown, c'était l'utilisation de l'électricité, que je trouvais vraiment très sympathique, avec un système de lumière dans Obscurité, voilà, qui permet de faciliter les attaques lorsque l'on est dans la lumière, et éviter aussi des chocs trop violents lorsque l'on se fait attaquer, qui peut arriver lorsqu'on est dans l'obscurité. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Personnellement, je pense que je préfère Nemesis Lockdown au premier. Je trouve qu'il y a une évolution de gameplay sans être non plus totalement différent. Il y a une évolution de gameplay, des petits ajouts qui sont très intéressants. Donc Nemesis Lockdown, c'est un projet qui est totalement rentabilisé. J'y ai joué, je pense, une quinzaine de fois
sous sa forme physique. J'ai joué aussi à la version numérique, voilà, elle est... Si vous connaissez pas le jeu, c'est un peu ardu, mais néanmoins, je trouve qu'elle est quand même bien fichue, elle est quelquefois buggée aussi, mais vous avez quand même une adaptation très solide en jeu vidéo, donc je vous recommande au moins d'aller jeter un œil si vous êtes fan du jeu. Donc Nemesis Lockdown, un jeu qui est rentabilisé, et comme le premier je l'avais pas pledgé, je l'avais racheté, parce que à l'époque je faisais pas de Kickstarter je crois, et voilà. Un jeu que j'adore, Nemesis Lockdown, je vais le conserver parce que je trouve ça très cool. Je me tâte, je sais pas si toi tu vas pledger ou pas, mais je me tâte à pledger Retaliation, parce que le pitch me plaît un peu moins, l'idée d'aller un petit peu plus dans le défouraillage que ce que proposaient les deux premiers, mais après c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une évolution de gameplay, donc je suis mitigé, voilà, je sais pas trop quoi faire, donc dis-moi, toi si ça t'intéresse, si tu as pledgé ou non, et pourquoi, je serais curieux de savoir. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode 3, je vous ai présenté 6 projets, il y en a quelques costauds d'ailleurs, donc n'hésite pas à me dire s'il y a certains d'entre eux que tu as pledgé toi-même, si Stars of Acario c'est aussi quelque chose qui te faisait envie et tu regrettes de pas avoir pledgé, si Nemesis Lockdown pour toi ça a été une surprise, une déception, si t'as joué au premier, bref, si toi aussi tu es backer de Hell The Last Saga, n'hésite pas à en parler là-dessous. On se retrouve bientôt pour l'épisode 4, il y en a encore, vous inquiétez pas. Et voilà, en attendant, je vous fais des bisous, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.